Bonjour Michel, super Désolé pour mon ponctuel. retard, j'ai voulu me... Pardon? Tu arrives pile au moment où on va passer en live, c'est super. Parfait. Non, non, mais je voulais vous dire un petit mot de remerciement au nom de Christophe Jaffrelot, président de la FSP, de moi-même, secrétaire général, pour vous remercier. Et je n'interviendrai plus, mais pour vous remercier pour votre intervention, remercier Marek et Florence pour leur co-animation. Et je vais me mettre en... Je vais vous écouter, mais je ne serai pas, évidemment, comme intervenant. Je participerai peut-être au débat. Voilà, bon webinaire à toutes et à tous. Merci beaucoup, Michel, pour cette introduction. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre présence, même virtuelle. Donc, pour ce deuxième numéro de Polycritique, il nous semblait un petit peu inévitable d'aborder cette question de la pandémie de Covid-19 qui structure nos vies domestiques et aussi scientifiques depuis presque un an maintenant. Et comment le faire? Eh bien, nous avons décidé de choisir un angle qui a finalement été un petit peu moins abordé par les médias, mais qui se situe véritablement au cœur de l'actualité, qui est donc la question des frontières et des migrations, qui sont deux éléments évidemment intrinsèquement liés, avec ce questionnement dont on a entendu parler, alors de manière peut-être un peu binaire, assiste-t-on à un retour des frontières à la faveur de cette pandémie? On a choisi plutôt de parler de recomposition pour laisser aussi une plus grande marge de manœuvre dans les interprétations, étant entendu que le terme de frontière, on l'a posé d'emblée au sens large, à la fois dans son versant national, territorial, mais aussi individuel et mental, et notamment dans ce que fait cette pandémie à nos perceptions des autres, de ceux qui passent les frontières, et notamment des migrants chinois, puisque d'une certaine manière, c'est un peu là aussi que tout commence. Donc, cette question du retour et de la recomposition des frontières est évidemment centrale. Une autre question, c'est celle de savoir si on a une spécificité ou pas de cette crise, dans une perspective peut-être un peu plus socio-historique, finalement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ces formes de repli sur le national, de repli aussi sur l'identité. Et puis, quelles sont les conséquences concrètes qu'on peut d'ores et déjà observer? Alors, pour discuter de cette thématique, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir trois spécialistes dont les recherches sont vraiment toutes au cœur de cette actualité. Donc, je vais les présenter dans l'ordre de leurs interventions et les remercier encore une fois chaleureusement. D'abord, nous allons écouter Anne-Laure Amila-Sari, qui est professeure de géographie politique à l'Université Grenoble-Alpes et à Pacte, et qui a récemment publié l'ouvrage Géopolitique des frontières, découper la terre, imposer une vision du monde, qui est paru cette année au Cavalier Bleu, et qui a aussi co-dirigé un ouvrage tout récemment paru chez Armand Collin qui s'appelle Frontières, et donc qui revenait justement dans un entretien qu'elle a accordé à France Culture sur voilà, toutes les variations de cette crise sur les frontières, sur la notion de frontiérité, et aussi le refus d'une certaine manière, d'une certaine lecture un peu binaire entre retour des frontières ou au contraire ouverture des frontières, dont elle aura sans doute l'occasion de nous parler. Ensuite, nous allons entendre Damien Simoneau. Damien Simoneau est docteur en sciences politiques. Il est actuellement chercheur à la chaire Sécurité, frontières, migration du Collège de France, et il est l'auteur de L'obsession du mur, politique de militarisation des frontières en Israël et aux États-Unis. Et donc, il va nous apporter son regard sur comment cette crise sanitaire a aussi coïncidé avec un retour d'une lecture très sécuritaire des frontières. Et il a notamment aussi un petit peu travaillé sur cette question dans le cadre d'un article publié dans l'économie politique, Gérer les frontières en temps de pandémie. Et puis, nous entendrons Ximeng Wang, qui est sociologue, chercheuse au CNRS, rattachée au CERMES, alors qui est membre du projet Migrachi Covid et qui est une spécialiste des migrations chinoises, spécialiste des migrants chinois à Paris, qui avait publié très tôt dans La Vie des idées un article sur Wuhan, Vivre et survivre pendant cette crise, dans la revue donc La Vie des idées, et qui est aussi l'auteur de Illusions et souffrances, les migrants chinois
à Paris aux éditions de la Rue d'Ulm, qui est paru en 2017 et voilà, qui va avoir donc l'occasion de nous présenter ses recherches et notamment ce projet directement lié à la crise du Covid. Et évidemment, je remercie Florence Fauché, qui est professeure de sciences politiques à Sciences Po et qui va avoir la lourde tâche de modérer ce débat, ce qui me permet aussi de vous demander d'utiliser sans tarder la fonction Q&R et de poser véritablement vos questions au fur et à mesure comme elles vous viennent sans vous censurer. Ça sera plus facile après pour la modération. Voilà, en espérant n'avoir rien oublié, je vais donner la parole à Anne-Laure Amilatsari. On va activer le micro. Merci Marie, merci Florence, merci Michel, merci donc à Polycritique pour cette invitation à converser sur la question des frontières en très bonne compagnie. Du coup, la question en fait qui m'intéresse est de savoir pourquoi on parle de frontières ce soir. Alors que effectivement, moi, j'en parle depuis 20 ans, mais en dehors des cercles des Border Studies, depuis longtemps, en fait, il semblait que la frontière n'intéressait pas grand monde. Alors, tout à coup, grâce au virus, elle devient un objet central de nos préoccupations politiques de multiples manières. Et c'est peut-être sur ce basculement que je voudrais revenir aujourd'hui. La façon dont finalement, et beaucoup en France, la chose politique se pense d'une façon très centralisée. La frontière a été remisée au rang des problématiques périphériques qui ne concernaient que les habitants des zones qui étaient traversées par ces frontières, alors que en fait, on est face à un processus de frontiérisation du monde sur la définition duquel je reviendrai, et qui nous concerne toutes et tous, et que c'est pour faire prendre conscience en fait de cette centralité de l'objet frontière et des processus de frontiérisation qu'on a fondé un certain nombre de collectifs pour mobiliser les imaginaires autrement, et notamment un groupe qui s'appelle l'Anti-Atlas des frontières. Alors, une grosse introduction, je reviendrai sur 3 points. Les frontières comme miroir de l'état des lieux de la mondialisation, la frontiérisation du monde et puis les frontières barrières à l'ère du microbiocène. Alors, ce qui est intéressant dans cette mise en rapport dialectique entre la frontière et le virus, et la façon dont la pandémie de Covid en fait nous oblige à penser la frontière, c'est que eh bien en fait cet objet politique frontière, bien sûr, il existe depuis très très longtemps, mais il se formalise en tant que réalité institutionnelle et dans la configuration politique qu'on lui connaît à l'époque moderne, au même moment que les philosophes des Lumières en fait rationalisent notre pensée occidentale et la binarisent en catégories qui sont exclusives les unes des autres, la nature, la culture, le public, le privé. Et cette construction de la souveraineté de l'État se fait sur l'idée que, du coup, l'équilibre des forces politiques peut être ramené à un équilibre des forces territorialisées sur la base de périmètres enclos qui sont des territoires fermés par des frontières exclusives les unes des autres. C'est la théorie, hein. À l'époque, on est très très loin d'avoir des États-nations qui ressemblent à ceux qu'on peut tracer sur nos cartes aujourd'hui. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce moment-là, en fait, la France va jouer un rôle assez important en fait, dans l'esquisse de ce que vont devenir nos frontières et dans la façon dont elles vont faire modèle au fur et à mesure ensuite de leur exportation pendant la période coloniale. C'est que l'on pense la frontière et on la justifie par sa naturalité. Il y aurait quelque chose d'évident à diviser le monde en fonction de lignes stables, comme le sont finalement les montagnes et les fleuves sur lesquels on va faire reposer en fait l'ordre politique du monde. C'est ce qu'on appelle l'équilibre westphalien. Et on y croit encore beaucoup, puisque dans les écoles, la plupart du temps, on continue à enseigner en 2020-2021 l'idée qu'il existe des frontières naturelles. Et ce virus, la première chose qu'il fait, c'est bien sûr, c'est de faire exploser cette notion de frontière naturelle, ou en tout cas de la déplacer considérablement.
Je crois que c'est vraiment le message essentiel à retenir. Et je viendrai sur ce point-là dans ma conclusion. Cette idée de frontière naturelle initiale, moderne, qui est un outil politique formidable, pourquoi est-ce qu'elle apparaît à ce moment-là et comment est-ce qu'elle apparaît à ce moment-là? Elle apparaît à ce moment-là parce qu'effectivement, elle fait figure d'un outil mis au service des pouvoirs de l'époque dont les récipiendaires sont des souverains qui règnent de droit divin, et que c'est assez pratique quand on règne de droit divin de dire que les limites de son royaume ont été créées tout aussi divinement par, par un miracle qui a fait sortir de la main divine des eaux riantes, des fleuves, des montagnes, etc. Et du coup, ça essentialise considérablement les limites du pouvoir et ça rend beaucoup plus difficile de les discuter. Les conditions historiques sont complexes et on n'a pas forcément le temps de les développer, mais c'est d'autant plus intéressant de se rendre compte que cette théorie des frontières naturelles émerge en France à un moment où la France est en train de perdre pas mal de territoires, notamment en Amérique du Nord. Elle renonce à la Louisiane, elle renonce au Canada. Et donc, en fait, il n'y a absolument rien de naturel à notre hexagone français, mais c'est assez important d'exprimer le projet politique français sur ce support. Alors, on va sauter pas mal de siècles pour arriver aujourd'hui en 2019-20, au moment où éclate effectivement la pandémie de Covid-19 en Chine à l'hiver dernier, pour se rendre compte effectivement que la première chose qu'on observe, c'est un virus qui circule. Et un virus qui circule, d'abord en franchissant la barrière homme-animal, et en franchissant la barrière homme-animal sans grande mutation, donc on pourra revenir là-dessus. On pourra revenir aussi sur ce qu'est effectivement un virus, c'est-à-dire que c'est un organisme qui n'est pas vivant seul, qui est vivant de manière parasite, qui est vivant grâce à l'énergie que lui autorise en fait l'organisme qui l'héberge. Donc on a là aussi un élément en fait qui est à la frontière en fait du vivant et du non-vivant. Un virus devient vivant grâce à l'autre qui l'héberge. Donc c'est un objet frontière en fait, ce virus, qui va mettre en perspective beaucoup de choses pour réfléchir la question des limites à toutes les échelles possibles. Donc la première chose que le virus fait, c'est effectivement de circuler et de circuler à travers les flux qui relient les points majeurs de la mondialisation en cours, donc les espaces industriels, les espaces reliés par des flux commerciaux. Alors, les plus évidents, hein, c'est effectivement les liens entre la Chine et l'Italie, par exemple, qui sont des liens de production, de sous-traitance. Ça va être la diffusion à l'échelle de l'Europe occidentale dans tout ce qui est l'ancienne, ce qu'on avait caractérisé comme la diagonale riche, dite banane bleue à l'époque de nos cartes scolaires. Mais on voit aussi en fait que ce virus fonctionne à travers les flux de la mondialisation. Pardon, mon micro s'est coupé tout seul. Donc, notamment à travers les manifestations sportives ou religieuses qui vont être à l'origine des premiers clusters de diffusion. Donc, il y a cet aspect de calque en fait, de la mondialisation. Et il y a en retour en fait, l'idée qu'on doit stopper cela et pour la première fois véritablement penser, imaginer une démondialisation que tout le monde se représentait comme impossible jusque-là, et les frontières pour réagir à la circulation du virus. Donc, une dynamique et une réaction, une réaction fictiste de remettre des barrières
plusieurs barrières, on va le voir, qui fonctionnent différemment, mais de jouer sur cette limite qui était finalement jusque-là une limite assez théorique, une limite de barrière douanière, une limite de contrôle des migrations, mais qui était effectivement beaucoup moins ferme qu'elle n'en avait l'air sur les cartes, qui est de remettre des cartes. Alors ça, c'est donc cet état des lieux de la mondialisation. Ce qui est intéressant dans son exploitation politique, c'est que vous aviez un certain nombre de leaders populistes qui dénonçaient cette mondialisation et qui dénonçaient finalement l'usage que des technocrates, des plutocrates pouvaient faire de la richesse mondiale dont ils privaient le peuple. Eh bien, en fait, ce qui est complètement fou, c'est qu'il s'est révélé que finalement, ces populistes qui appelaient de leur vœu la fermeture des frontières à grands cris, les Italiens, Trump, Poutine, Johnson et j'en passe, Bolsonaro, finalement, sont exactement ceux qui ont refusé de les fermer. Donc ça, c'est le premier paradoxe, hein, c'est qu'on a effectivement un virus qui est révélateur en fait des dynamiques de la mondialisation, qui est révélateur aussi des partis pris politiques contre et pour la mondialisation, mais que le résultat, c'est que ceux qui étaient anti-mondialisation vont être aussi anti-fermeture des frontières, ils ne vont pas les fermer et réagir autrement. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est que le virus illustre des formes de frontiérisation du monde, plus que finalement plus qu'une géographie de frontières fixes très, très classiques. Par frontiérisation, j'entends des processus d'ouverture et de fermeture concomitants des limites internationales entre les pays. C'est-à-dire que ce que les mécanismes de transformation politique vont mettre en lumière au moment du premier confinement notamment et du début de la fermeture des différentes frontières, eh bien, c'est une profonde inégalité dans l'application en fait de ces mesures de fermeture. D'abord parce qu'effectivement, les frontières sont fermées en apparence, mais en fait, elles sont fermées, elles ne sont pas fermées exactement de la même manière pour tout le monde. On peut continuer à les traverser pour des raisons de travail. Mais on va effectivement, ce cloisonnement inédit du monde va donner lieu aussi à des formes d'exception par rapport au cadre régulateur international importante, notamment l'institution du droit d'asile, puisque la fermeture des frontières rend impossible, le temps du confinement, la possibilité d'accueillir quelqu'un et de ce fait de pouvoir déposer une demande. Dans le même temps, en fait, les associations et les militants de la régularisation des personnes en situation migratoire illégale ont argumenté du fait que les gens ne pouvant pas être expulsés, les centres de rétention administrative auraient dû être ouverts pendant cette période puisqu'ils n'avaient plus lieu d'être et de fonctionner. Donc voilà, on a des formes de suspension de la loi et dans ce mécanisme aussi de frontiérisation, on va voir en fait que les possibilités d'appliquer tout simplement le cadre réglementaire qui est imposé sont extrêmement différentes et vont montrer finalement la multiplicité des frontières dans nos vies. Puisque selon qu'on a un logement petit, grand, selon qu'on exerce une activité considérée comme prioritaire ou pas, selon toute une série de critères, eh bien, on va pouvoir ou pas appliquer ce confinement. Et une des choses qui m'a vraiment frappée pendant la première période de fermeture de nos sociétés, ça a été le fait que ceux qui pouvaient se confiner le mieux et donc se protéger de la meilleure manière étaient précisément ceux qui avaient le contrôle de leur mobilité auparavant. C'est-à-dire que ceux qui avaient eu la capacité d'être extrêmement mobiles
avait aussi cette capacité d'être tout à coup relativement sédentaire, mais sédentaire avec de l'accès, c'est-à-dire en pouvant consommer, acheter, faire ses courses à distance, être très bien relié pour faire cours, pour travailler, etc. Alors que précisément, ceux qui ne peuvent, enfin, qui avaient beaucoup plus de mal à traverser des frontières pour des raisons monétaires, pour des raisons de statut, pour des raisons de statut d'accès à la citoyenneté, etc., étaient celles et ceux à qui on demandait de continuer à traverser Paris, à travailler, à prendre des risques. Donc, cette question de la protection a été particulièrement inégalitaire. Et je pense que ce que le virus a révélé aussi, c'est l'individualisation en fait de la réalité, de ce que c'est qu'une frontière aujourd'hui, de multiples manières. Et la façon dont, en fait, selon qui l'on est, selon là où on est né, selon ce qu'on a dans son portefeuille, eh bien, on ne traverse pas de la même façon une frontière. Et ce que je répète beaucoup, mais je pense que c'est toujours intéressant de le faire, il n'y a ni frontière ouverte ni frontière fermée. Et je le dis sous l'autorisation de Damien Simoneau ici, les frontières, même sur les frontières où on construit des murs, en fait, on ne peut pas parler de frontières fermées. Elles ne sont fermées que pour certaines personnes et certains types de flux. Et elles peuvent au contraire être des zones extrêmement intégrées, comme le sont les espaces israélo-palestiniens ou mexicano-américains. Voilà, et donc le dernier point, c'est que finalement, ce que nous montre le virus, c'est qu'on rentre effectivement dans une ère qui est peut-être pas simplement l'anthropocène, mais le microbiocène ou le virocène. C'est un texte très éclairant de ce point de vue, qui le laisse à penser, écrit par un biologiste américain. Microbiocène ou virocène, dans le sens où, en fait, il nous faut impérativement aujourd'hui repenser nos relations au monde qui nous entoure, non plus en termes d'intériorité et d'extériorité, mais en termes de relations à toutes les échelles et en termes de flux, d'échanges, y compris à l'intérieur des corps, puisque ce que nous dit le virus, c'est que en fait, on n'est pas capable de dire où commence l'intérieur et l'extérieur de nous-mêmes au titre, d'abord et avant tout, à un titre biologique, avant même de penser aux frontières politiques et au corps de l'État-nation qui serait donc protégé par une frontière nationale ou internationale. Alors, pour ne pas, pour ne pas prendre tout à fait trop de temps, je vais arriver à ma conclusion. Donc, évidemment, la fermeture des frontières a semblé, dans un premier temps, un recours salvateur et en tout cas une forme d'action publique évidente pour contrer un mal qui était un mal circulant. Ce que cela a montré quand même de façon évidente presque tout de suite, c'était qu'en l'absence de coordination entre les États, la fermeture des frontières ne suffisait pas. Et le dernier point qui me semble à retenir aussi, c'est que, en l'occurrence, ce que le virus a montré, c'était que les limites de nos existences se contrôlaient à d'autres échelles, celles de nos maisons, celles de nos organismes, et qu'on était du coup dans une ère beaucoup plus de frontières beaucoup plus donc avec un rapport à la nature tout à fait différent. Et autant on avait inscrit au XVIIIe siècle le rapport à la nature comme justification de la séparation, autant on l'a travaillé avec toute une série de formes d'action politique comme un lieu de coopération possible avec des parcs transfrontaliers, etc. Aujourd'hui, ce lien à la nature prend une dimension panique et le recours aux frontières
apparaît comme une réponse assez simpliste à une crise bien plus multiforme. Voilà. Merci beaucoup Anne-Laure d'avoir montré toutes ces dynamiques tellement dialectiques. Je trouve que ça ressort énormément. Je vais passer la parole à Damien pour son intervention. Bien, merci. Merci Maric, merci à la FSP de créer cet espace virtuel, en effet, pour nous ressaisir de cette question de frontières dans laquelle nous sommes plus ou moins ici obsédés. Alors, moi, je vais être assez complémentaire de ce que vient de dire Anne-Laure. Je vais peut-être moins parler de sécurité frontalière, mais davantage de ce réflexe national. Moi, donc je me base bien évidemment sur l'écrit dans Économie politique, gérer les frontières partant de pandémie, où pendant le premier confinement, moi, en mars, je donnais un cours d'organisation internationale à mes étudiants et j'ai été vraiment assez marqué par, un peu comme tout le monde, par ce réflexe de national, hein, c'est-à-dire cette idée en effet que voilà, en investissant les frontières nationales, on allait pouvoir endiguer la pandémie. Et c'est plutôt à cette aune-là que je vais apporter donc des éléments sur la relation entre frontières et Covid-19. Plus largement, il me semble que lorsqu'on se pose la question de la recomposition des frontières à l'aune de cette pandémie, la première question qui nous vient, notamment en tant que politiste, c'est un peu quel type de filtrage, de contrôle semble être le plus efficace pour lutter contre la propagation d'un virus. Et donc, du coup, quelle forme de frontière, quelle échelle et quel territoire semblent faire l'objet de restrictions? Sont-ce donc les frontières nationales, comme il semblerait qu'en mars dernier, ça a été donc le réflexe de la plupart des États pour lutter contre la pandémie? Sont-ce les frontières européennes? Sont-ce au contraire la mise en place d'une politique davantage concertée et globale? Ou alors est-ce qu'en effet l'échelle de filtrage et de contrôle pertinente serait davantage, comme tu viens de le dire Anne-Laure, corporelle, donc revenir à un niveau beaucoup plus individuel? Et donc c'est là-dessus que je vais vraiment axer mon intervention. Je pense qu'on va essayer de questionner ce que ça nous dit de ce réflexe, de ce que certains auteurs appellent du nationalisme méthodologique, du fait de gérer cette pandémie en adoptant un cadre national comme cadre pertinent. Et j'aimerais aussi ajouter que je pense que lorsqu'on interroge la notion de frontière à l'aune de cette pandémie, il faut aussi voir que cette notion de frontière est aussi surchargée d'un vocabulaire qui, ces dernières années, a aussi été formaté politiquement à travers d'autres, entre guillemets, crises. Je pense bien évidemment à la mal nommée crise des réfugiés de 2015, forcément à des enjeux de terrorisme, ou encore dans le cadre du Brexit qui s'annonce, qui va entraîner une frontiérisation aussi importante. Donc je crois qu'il faut aussi placer ça et replacer la frontière et la pandémie par rapport à ces différents autres types de crises, et j'y reviendrai dans ma conclusion. Alors, bien évidemment, pour la plupart de nos responsables politiques, et face à ce réflexe national, quelque part, de fermer les frontières et de cloisonner, on va dire, les nationaux chez eux, on est au cœur d'une tension entre ce nationalisme méthodologique, quelque part, et les frontières du virus qui ne semblent pas véritablement correspondre à cela. Et pour donner un exemple un peu de cette tension, on la retrouvait même dans l'adresse aux Français d'Emmanuel Macron du 12 mars 2020. Lorsqu'il nous disait, je le cite, « Nous aurons sans doute des mesures, donc des mesures de contrôle et de fermeture de frontières à prendre, mais il faut les prendre pour réduire les échanges entre les zones qui sont touchées et celles qui ne le sont pas. Ce ne sont pas forcément les frontières nationales. » Et après, plus loin, il dit, « Il faudra les prendre en européen, à l'échelle européenne, car c'est à cette échelle-là que nous avons construit nos libertés et nos protections. » Donc déjà, on a dans ce discours d'Emmanuel Macron une sorte de tension entre quelle est l'échelle de blocage du virus et ce réflexe national, voire transposé au niveau européen. Et donc moi, c'est vraiment ça qui m'a intéressé, c'est un peu le questionnement, le fil rouge de mes recherches. Quand je me suis questionné aussi sur la question du mur, il y a cette idée de pourquoi investir la limite territoriale et pourquoi investir le territoire national pour lutter face à des enjeux qui sont par nature transnationales et qui peuvent être contrôlés peut-être de différentes façons, autres qu'à la frontière nationale. Or, il semblerait bien qu'en mars 2020, investir la frontière nationale et, a priori, la fermer ait fait office de symbole de protection, rassurant, de réflexe par la plupart des gouvernements, notamment en Europe, donc de limiter les déplacements par les États face à une épidémie qui était perçue tout d'abord comme étrangère, comme venant forcément d'ailleurs. Alors bien évidemment, on peut se poser la question, était-ce là l'échelle pertinente ?
Alors que, comme Anne-Laure vient de le dire, le contrôle sanitaire est de plus en plus vécu, et a été vécu, et on le voit au fur et à mesure de l'avancée de la pandémie, de manière individualisée, qu'il a aussi, ces fermetures de frontières nationales ont mis à mal des intégrations dans des régions transfrontalières qui ont vécu ces fermetures de frontières assez brutalement. Je pense par exemple à, j'ai lu des témoignages donc à la frontière entre Strasbourg et Köln, par exemple, où on a interrompu le tramway transfrontalier, où on a réinstauré des contrôles sur la base de la nationalité. Donc, on a quelque part un peu imposé des limites à des intégrations régionales qui peut-être ne faisaient pas sens au niveau épidémiologique. De plus, ces mesures de fermeture nationale, et c'est un peu ce que je développe dans ce petit article dans la revue Économie politique, eh bien, ont quelque part aussi des conséquences sur l'action multilatérale qui a été appelée des vœux de beaucoup pour lutter contre un enjeu, comme on vient de le dire, global et par nature transnational, et qui a quelque part un peu révélé les mots connus de la part des spécialistes du multilatéralisme sur le multilatéralisme à notre époque. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les organisations internationales qui ont essayé d'imposer d'autres manières de contrôler l'épidémie, eh bien, se sont confrontées à ces réflexes nationaux. Alors, dans l'article pour économie politique, j'ai donc essayé un peu de dresser comment des organes multilatéraux se sont positionnés face à ces réflexes de fermeture de frontières au niveau national. L'OMS, par exemple, eh bien, n'a jamais professé l'intérêt de fermer donc les frontières. Au contraire, elle disait qu'il fallait mettre en œuvre des stratégies de dépistage, de suivi et d'isolement des personnes infectées, et que les fermetures et ce qu'elle appelait l'arrêt du trafic international devait être proportionné notamment à des conclusions scientifiques. À un autre niveau, la Commission européenne, alors c'était assez intéressant au mois de mars de voir qu'elle se bornait quelque part à lister l'ensemble des décisions de fermeture frontalière et parfois même les accords bilatéraux entre par exemple la France et la Belgique pour essayer d'arranger les différents enjeux de circulation transfrontalière. Donc la Commission européenne s'est bornée à tenter d'harmoniser les fermetures de frontières, et elle a même fait cela aussi au moment des déconfinements, hein, donc notamment au mois de mai, dessinant en fait une sorte de circulation à la carte en fonction donc du bien vouloir des États, voire même la Commission européenne a accompagné certains types de circulation, puisqu'elle a émis aussi des conseils pour faire circuler des travailleurs dits essentiels, que ce soit dans l'agriculture par exemple, mais aussi dans le secteur du soin, ou encore en instaurant un système dit de voies réservées, de green lane, où elle a identifié donc des points frontaliers déclarés dans lesquels les camions de marchandises pouvaient traverser en 15 minutes. Et la Commission européenne a aussi organisé le rapatriement des Européens qui étaient hors Europe, en le cofinançant notamment vers l'Europe. Donc là encore, on a un organe multilatéral qui, quelque part, a consacré l'idée de défendre les circulations d'un point de vue économique. Et on a vu en fait la fonction latente du système Schengen, qui est en fait de construire prudemment une circulation encadrée, dans lesquelles les restrictions sont possibles et sont encadrées par le code frontière Schengen et qui sont éminemment dans les mains des États, donc avec toute la force de l'intergouvernementalisme lorsqu'il s'agit de parler de circulation au niveau européen. De même, j'ai regardé un petit peu donc, dans cet article ce que préconisait le HCR ou l'OIM au niveau donc, du contrôle migratoire, et la peur, donc, comme Anne-Laure l'a mentionné, la peur de ces organes, c'était en fait de voir le contrôle sanitaire devenir un prétexte pour accentuer le contrôle migratoire. Et en effet, par exemple, la Grèce a fermé ses services d'asile, les aéroports ont été fermés, donc il n'y a pas eu de possibilité pour des potentiels demandeurs d'asile de venir chercher protection. Et les programmes de réinstallation de réfugiés ont aussi été arrêtés. Et ces deux organes, par exemple, exprimaient leur crainte d'un passage accru à la clandestinité. Donc c'est sous ce prisme-là, dans ce petit article, que j'ai essayé, en fait, quelque part, de questionner le nationalisme méthodologique qui a prévalu, qui semble avoir prévalu. Alors pour aller plus loin dans cette réflexion, on peut en effet, bien évidemment, s'inquestionner sur la pertinence et l'efficacité d'un point de vue épidémiologique de ces réflexes-là. Il semblerait qu'on ait quand même surestimé l'importance des frontières nationales et surestimé l'importance de la nationalité pour justement trier les circulations et les mobilités autorisées pendant cette pandémie.
La plupart des interdictions de déplacement humain ont été faites, notamment sur la nationalité. Il y a eu notamment l'exemple de Donald Trump qui a fermé ses frontières, les États-Unis ayant fermé les frontières donc, au mois de mars aux ressortissants européens, par exemple. Mais néanmoins, on a fait circuler justement les ressortissants européens, donc pour qu'ils reviennent dans leur pays, ce qui n'est pas nécessairement logique d'un point de vue sanitaire, puisque cela peut amener justement à des mélanges ou à des propagations, notamment via les liens sociaux ou familiaux. Je passerai aussi, bien évidemment, sur le fait politiquement de taxer le coronavirus, donc de virus chinois, donc de nationaliser d'où vient le virus et donc de nationaliser ce virus voilà. Ensuite, on a semblé justement réactiver cette idée chère à John Agnew aussi d'État comme container, alors même que, par exemple, des études scientifiques qui avaient comparé d'autres pandémies avant, notamment les pandémies d'Ebola, ont pu montrer justement qu'à d'autres moments, les fermetures de frontières nationales n'ont pas empêché des mécanismes de propagation locale. Alors, je me basais aussi sur un article de Speranta Dumitru dans le livre d'Emmanuel Hirsch sur la pandémie, où, eh bien, par exemple, elle cite un certain nombre d'études de la revue Science qui ont étudié l'effet des restrictions de déplacement au niveau des provinces chinoises, mais je pense que Simène Wang aura sans doute beaucoup de choses à amener sur ce sujet, par rapport à la fermeture des frontières de la Chine. Et là encore, les conclusions sont que les restrictions de déplacement territorialisées doivent être couplées à d'autres moyens de contrôle et de lutte que sont ce qu'on connaît maintenant, 6 mois ou même quasiment 10 mois après le début de la pandémie, distanciation, isolement, dépistage. Donc on voit bien que pour répondre à cette question-là, il faut coupler des analyses épidémiologiques avec des analyses davantage décisionnelles qu'on connaît un peu plus en sciences politiques. Ces réflexes de nationalisme méthodologique en matière de réflexe national ont aussi eu des conséquences qui vont bien au-delà de la crise pandémique, dans la crise sanitaire, avec des conséquences en termes d'acheminement de produits de première nécessité, de médicaments ou de composants pour constituer des médicaments, mais aussi de nourriture. Ce qui a fait dire justement à la FAO, a fait craindre à la FAO dans certains pays eh bien, l'augmentation du prix des denrées alimentaires qui peut donc engendrer d'autres crises de nature économique, celle-ci. Donc, moi, c'est ça qui me frappe le plus, c'est en effet ce réflexe d'investir la frontière nationale comme moyen de protection, et notamment comme symbolisme, alors même que d'un point de vue épidémiologique, ce n'est pas nécessairement, enfin, du moins on peut débattre de la pertinence de ce type de mesure. Il me semble que le lien entre frontières et Covid-19 peut déboucher sur un certain nombre de sujets. J'aimerais conclure là-dessus, sur ces différentes pistes. La première, c'est en effet quel mécanisme de frontiérisation et de défrontiérisation on observe dans cette crise par rapport à d'autres, comme je le mentionnais au début de mon intervention, par rapport à 2015, par rapport à celle du Brexit, par rapport à la lutte contre le terrorisme. On voit bien que dans le langage politique, il y a aussi toute une nouvelle grammaire qui s'est diffusée sur l'idée de corridor, sur l'idée de circulation de biens et de travailleurs de première nécessité. Donc on a aussi eu un discours politique qui a mis l'accent justement sur ce qui circule, et la pandémie a peut-être mis en visibilité la dépendance, notamment, on l'a vu dans le secteur agricole en France, d'un certain nombre de secteurs qui n'est pas quelque chose de nouveau, notamment du point de vue des sciences sociales, mais qui a rendu davantage visible cet enjeu-là publiquement. Ensuite, il y a le point de vue, qu'est-ce que cela dit en termes de construction de la politique européenne d'asile et d'immigration, et la distinction qui semblait prévaloir, même si encore avec là aussi des éléments de débat, entre le traitement des frontières intérieures de l'espace Schengen et les frontières extérieures de l'espace Schengen, notamment. Donc là aussi, je crois que la pandémie est venue aussi renforcer ces distinctions qui pouvaient exister, et le fait que, là encore, il y a une confiance quelque part des États membres sur cette idée de renforcer les frontières extérieures, même par temps de pandémie, et au contraire quelque chose qui est beaucoup moins de l'ordre de la confiance lorsqu'il s'agit de régler les frontières, enfin d'harmoniser les procédures
pour les frontières intérieures de l'espace Schengen. Et enfin, dernière piste de recherche qui me semble particulièrement féconde, et là, je pense que Anne-Laure aura aussi beaucoup d'éléments là-dessus, c'est en effet, si les frontières du virus ne sont pas les frontières nationales, eh bien alors, où sont-elles? Et donc, du coup, les anthropologues notamment et la géographie ont beaucoup de choses à nous prendre sur les frontières en termes corporels, ou encore les frontières derrière ce nouveau titre qui est celui qu'on a, ce nouveau terme qui est celui de cluster, donc qui est davantage en termes de réseaux sociaux. Et puis, bien évidemment, les frontières en termes de notre rapport entre l'humain et son environnement, l'humain et l'animal. Et donc là, il y a aussi quelque chose très important pour repenser les frontières du virus de manière peut-être qui correspond davantage à la situation pandémique. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Damien, et aussi pour avoir un peu réintroduit les organisations multilatérales et les enjeux de la coopération internationale sur ces questions de manière très concrète. Et je vais passer la parole à Ximeng Wang pour terminer sur la Chine, sur les migrants, les perceptions des migrants chinois, qui va nous partager donc son écran que normalement vous devriez tous voir maintenant. Merci beaucoup, Ximeng. Merci beaucoup. Je tiens également à vous remercier. Donc, merci beaucoup aux organisatrices et aux organisateurs pour cette invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être aux côtés des collègues présentes et présents autour de cette question de frontières en voie de recomposition au temps du Covid. Et donc, je suis particulièrement heureuse de pouvoir aussi partager avec vous un peu les premiers résultats de notre projet Migration Covid. Et donc, aujourd'hui, mon intervention va structurer en 3 temps. Donc, dans un premier temps, j'aimerais bien vous présenter très brièvement ce projet ANR. Et ensuite, je vais vous soumettre quelques idées, plutôt des pistes de réflexion qui nous permettraient d'approcher cette question des frontières spatiales, sociales et mentales à partir du cas de l'immigration chinoise en France. Et en troisième et en dernier temps, je vais vous partager un peu nos réflexions premières, préliminaires, sur la question de rapport à l'autre, notamment un des effets de cette pandémie sur les frontières dont nous allons discuter aujourd'hui. Et donc, c'est notamment autour des questions du racisme anti-asiatique et aussi de cette question de stigmatisation des personnes racialisées comme asiatiques que j'ai envie de développer mon propos. Ensuite, j'ai l'impression... Oui, voilà. Alors, pour vous présenter très brièvement le projet ANR, c'est un projet qui dure 18 mois et qui vise à étudier les perceptions, les représentations, les comportements, mais aussi des attitudes relatifs à la pandémie de Covid-19 à partir du cas des migrations chinoises en France. Et donc, pour cerner cette question qui est très vaste, nous avons décidé de structurer le projet en 3 volets. Donc, le premier volet que nous avons nommé Médic, qui s'intéresse tout particulièrement au rôle des professionnels de santé d'origine chinoise vivant en France. Donc, la question de recherche qui nous tient à cœur, c'est tout ce qui est autour de la circulation transnationale des savoirs scientifiques, mais aussi des pratiques professionnelles, médicales, mais aussi paramédicales. Le deuxième volet que nous avons nommé Discrit vise à étudier justement les vécus de discrimination ethno-raciale, mais aussi du racisme anti-asiatique liés au Covid et aussi non seulement les vécus, mais par la suite des luttes et des réactions pour lutter contre ces traitements différenciés. Et le dernier volet de travail Transna vise à étudier en fait la mutation des rapports au pays d'origine chez ces personnes migrants chinois et leurs descendants. Donc, nous nous intéressons tout particulièrement à la question de responsabilité transnationale de ces citoyens
du monde, notamment dans la lutte contre la pandémie. Et donc, en termes de méthodologie, nous avons décidé à la fois d'adopter des méthodes quantitatives, mais aussi qualitatives. Et donc, là, ici, j'ai listé les 4 méthodes que nous avons utilisées et j'ai envie tout à l'heure, je vais notamment revenir sur le questionnaire en ligne que nous avons utilisé pour essayer justement de collecter des données sur les différents aspects des personnes d'origine chinoise en France. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour, nous avons un peu moins de 400 réponses complètes et nous avons également mené 50 entretiens semi-directifs auprès de ces personnes issues de cette population. Et bien évidemment, je pense que c'est très important de réfléchir aussi sur le numérique, le rôle de numérique dans cette recomposition des frontières au temps de la crise sanitaire, puisque nous sommes contraints et contraintes de mener par exemple des observations participantes et aussi des entretiens en ligne. Je pense que là, on aura sans doute aussi des réflexions communes, méthodologiques, mais aussi épistémologiques à développer ensemble. Et nous avons également fait de la veille médiatique et l'analyse des discours médiatiques en plusieurs langues, notamment en langue française, chinoise et en anglaise. Alors, pour très rapidement, par rapport à ce questionnaire en ligne que nous avons utilisé, il s'agit en fait d'un questionnaire auto-administré. Donc, tout à l'heure, je vais aussi y revenir parce qu'il y a bien évidemment des biais sur notre échantillonnage. Vous allez voir, nous avons touché principalement les personnes plutôt jeunes, diplômées et extrêmement féminines. Donc, tout à l'heure, je vais y revenir. Et ce questionnaire existe en deux versions linguistiques, française et mandarin. Et nous avons posé 90 questions sur les différents aspects de la vie quotidienne au temps de cette crise. Et donc aujourd'hui, je vais notamment mobiliser les données quantitatives que nous avons collectées dans le 5e aspect de la vie quotidienne que j'ai listé ici, donc à savoir sur l'environnement social, comment les personnes d'origine chinoise évaluent leur environnement social en France à partir de janvier de cette année et quelles sont leurs expériences du racisme anti-asiatique, comment ils vont interpréter également eux et elles-mêmes ce vécu de traitement différencié. Et donc, comme résultat grand public du projet, nous avons organisé une petite exposition photographique début octobre et nous avons également déjà publié une bande-annonce en fait d'un documentaire que nous ambitionnons de produire qui viserait une sortie de ce documentaire en juin de l'année prochaine. Donc, je vous enverrai le lien si cela vous intéresse. Alors, parmi les différents effets de la pandémie sur les frontières que nous avons, qui est au cœur de nos réflexions d'aujourd'hui, à partir de nos observations sur le terrain, ici j'ai listé au moins 3 pistes de réflexion. Donc, la première piste qui concerne en fait l'effet de la fermeture des frontières nationales chinoises aux étrangers. Donc ça, c'est une politique de fermeture de frontières qui a eu lieu, qui a duré 6 mois, donc entre fin mars et fin septembre. Et donc, quels sont les impacts de ces fermetures de frontières en tout cas sur la vie des personnes d'origine chinoise en France que nous observons aujourd'hui, c'est un sentiment de rejet très répandu, en tout cas formulé par les enquêtés, et notamment chez les primo-arrivants chinois qui sont naturalisés français. Donc, ce sont des personnes de nationalité française, mais d'origine chinoise. Également, ça concerne bien évidemment des descendants de migrants chinois, mais ce qui ressort de notre enquête, en tout cas, les personnes qui regrettent le plus de cette fermeture de frontières nationales, ce sont les personnes primo-arrivants qui ont encore leurs membres de famille restant en Chine, mais par leur naturalisation, ils n'ont plus la possibilité, en tout cas pendant ces 6 mois, de pouvoir retourner en Chine. Et donc ça,
ça, c'est le premier élément qu'on a envie de vous soumettre. Et puis, une seconde piste de réflexion porte plutôt sur la modification du projet migratoire pour certains primo-arrivants de nationalité chinoise, et notamment sur notre terrain, c'est que nous avons pu témoigner, c'est une sorte de modification de rapport aux frontières nationales chez les personnes primo-arrivants, notamment étudiants jeunes chinois, qui décident maintenant de retourner en Chine définitivement, de ne plus poursuivre les études supérieures en France, parce que d'un côté, il y a la restriction de voyage international, donc beaucoup de ces étudiants et étudiantes chinoises ne voient plus de perspective de retour possible en Chine, et également ça les questionne également sur justement la valeur d'un diplôme universitaire étranger. Et donc là, nous avons 2 membres de l'équipe qui ont coécrit une petite tribune dans Koei Magazine, que je vous ai mis la capture d'écran à côté. Et ensuite, une dernière piste que nous pouvons, sur laquelle on pourrait discuter, c'est la partie en fait principale de mon exposé d'aujourd'hui. C'est tout ce qui est autour de rapport à l'autre, donc perception des migrants chinois et de leurs descendants, et plus largement des personnes racialisées comme asiatiques dans la société française. Et là, aujourd'hui, je vais m'appuyer notamment sur un article que nous avons coécrit dans le journal European Societies, d'un article récent qui parle justement du vécu du racisme anti-asiatique par les personnes d'origine chinoise en France, et également le processus de leur conscientisation, mais aussi de leur lutte contre ce racisme anti-asiatique. Et donc, juste comme rappel, ici j'ai mis quelques captures d'écran en ce qui concerne le racisme anti-asiatique au temps de la Covid. Vous vous souvenez sans doute que, notamment au début de la pandémie, et ça c'est principalement en janvier, en février, et au courant aussi de la première moitié du mois de mars, il y a une montée du racisme anti-asiatique en France. Et ici, on peut lire plusieurs témoignages, notamment comment les commerçants, notamment des restaurateurs d'origine chinoise, ont subi des propos racistes, notamment à travers le mur du restaurant a été taqué, et il y a d'autres propos en fait racistes qui leur ont également parvenus. Et ensuite, au fil du temps, notamment vers fin octobre, il y a eu également une remontée à nouveau de ce racisme anti-asiatique à la veille du reconfinement. Et là, aujourd'hui, là, sur l'écran à gauche, vous pouvez voir, notamment dans la partie noire, sur le fond noir, il y a une incitation à la haine qui a été circulée sur le Twitter. Il y a quelqu'un qui a dit que j'appelle, toutes ces... voilà, je ne veux pas le citer, mais en tout cas, qui incite les personnes à agresser les personnes d'origine chinoise, ou en tout cas d'apparence chinois, dans l'espace public. Et suite à cela, il y a plusieurs réactions, donc des luttes contre ce racisme anti-asiatique. Et donc peut-être avant de passer à la partie lutte et les actions menées, je vais vous parler un petit peu de quelles sont nos données quantitatives, et aussi, si j'aurai le temps, de citer quelques extraits d'entretien, donc des données qualitatives qui nous permettraient d'analyser de manière un peu plus approfondie ces phénomènes du racisme anti-asiatique en France. Alors, comme tout à l'heure, ce que j'avais déjà anticipé, c'est que notre questionnaire est un questionnaire auto-administré. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui là sur l'écran, en termes de description de l'échantillon, nous avons touché principalement les sontés féminins et les personnes jeunes et extrêmement éduquées. Donc là, vous voyez, plus de 50% de nos sontés ont un niveau d'éducation de Bac+5.
Et nous avons également, à partir des premières analyses statistiques, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, le statut migratoire joue un rôle très important à la fois dans le vécu et les expériences du racisme anti-asiatique, mais également dans les actions menées. Donc, on peut regrouper les SONTE en fonction des 3 statuts migratoires. Donc, le premier, c'est les personnes nées en France, sont des descendants de migrants chinois, et le deuxième catégorie, les personnes nées hors France et de nationalité non française. Donc, ce sont des primo-arrivants non naturalisés français. Et dernière catégorie, le sous-groupe, donc les personnes qui sont également des primo-arrivants, mais qui ont pris la décision de naturaliser, de prendre la nationalité française. Et donc, ici, je vous invite à regarder quelques tableaux ensemble, très, très rapidement. À travers ces tableaux, c'est une question que nous avons posée à nos SONTE. Avez-vous subi des actes de racisme depuis janvier 2020? Et là, ce qu'on peut retenir, c'est que quel que soit le statut migratoire et quel que soit l'âge, il y a 30% des SONTE qui ont répondu positivement, c'est-à-dire qui ont vécu un acte de racisme depuis janvier 2020. Et ensuite, nous avons également posé des questions sur les formes du racisme subi par là ici l'analyse, on a produit les tableaux en fonction des groupes de statut migratoire, mais là on peut voir qu'il y a plus de 60% des personnes nées en France, par exemple, qui ont été accusées de contaminer les autres, donc pendant ce temps du Covid. Et nous avons, comme d'autres formes du racisme subi, ça peut être des insultes, les privations des droits, par exemple les droits d'accès dans les commerces ou dans certains lieux publics, et ça peut être des agressions physiques, ça peut être des mépris, etc. Et pour le prochain tableau, nous avons posé la question pour essayer de comprendre quels sont les lieux où les actes et les propos racistes se sont produits. Et là, à travers ce tableau, ce qu'on peut voir, c'est que les transports en commun et aussi l'espace public constituent quand même en 2 premiers lieux où les actes racistes se sont produits de manière plus fréquente. Et bien évidemment, nous avons posé aussi une question sur, pour les SONTE, comment vous expliquez vous-même ces actes de racisme subis. Et donc là, les réponses sont également classées par statut migratoire. Nous avons proposé comme réponse parce que le fait que je porte un masque, à cause de mon accent français, à cause du fait que la pandémie est apparue dans un premier temps en Chine, à cause aussi du fait que de mon apparence physique asiatique ou les préjugés contre sur les personnes d'origine asiatique ont toujours existé, etc. Et donc le dernier tableau que je vous invite à regarder ensemble, c'est sur l'évolution de la perception des comportements racistes envers les personnes d'origine asiatique en France depuis mars 2020. Et là, encore une fois, quel que soit le statut migratoire et quel que soit l'âge, il y a plus de 60% des SONTE qui constatent, qui pensent que les propos et les comportements racistes à l'égard de ces populations d'origine asiatique ont augmenté depuis mars 2020. Je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, donc probablement je vais conserver cette partie de mon intervention plutôt pour la partie réponse. En tout cas, en 2 mots, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a non seulement le racisme anti-asiatique qui ont été vécus, mais ces personnes, ces membres issus de la population d'origine chinoise et plus largement asiatique ont tenté de lutter contre ce racisme anti-asiatique. Donc, on peut voir plusieurs actions menées. Il y a des hashtags « Je ne suis pas un virus » qui est très actif sur les réseaux sociaux, mais également les personnes issues de ces populations essayent d'utiliser le média et les presses comme un lieu de dénonciation. Et il y a certaines associations militantes qui proposent des dispositifs de soutien et d'accompagnement aux victimes. Et donc, ils accompagnent les victimes et ils proposent aux victimes également d'associer leur dénonciation à une
une action judiciaire pour pouvoir porter plainte, par exemple. Et il y a également des actions comme, qui relèvent de l'activisme artistique. Et là, je n'aurai pas le temps de vous développer, mais il y a un groupe de primo-arrivants qualifiés qui ont tourné un court-métrage au début de cette année qui essaye de lutter contre le racisme anti-asiatique. Mais également, il y a des déclarations communes. Par exemple, plusieurs associations asiatiques en France ont co-signé une déclaration commune avec l'Agence régionale de santé Île-de-France pour essayer de sensibiliser la population française en général. Donc voilà, il y a aussi des actions menées dans l'arène politique, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. En tout cas, merci. Je pense qu'on pourrait continuer à discuter lors des questions et des échanges. Merci beaucoup, Simeng. C'est assez admirable de voir la réactivité de la recherche et de la production de données dans un si court laps de temps. Alors, je pense que le partage d'écran a été désactivé, donc on peut tous se revoir. Donc, je vais donner la parole à Florence pour engager une première série de questions. Merci. Merci bien aux trois présenteurs. J'ai une première série de questions à vous poser. Un premier groupe porte, vous avez plusieurs questions sur la nature des frontières et sur la matérialisation des frontières ou le renouveau des frontières, avec en particulier une question sur est-ce que la fermeture des frontières est une manifestation d'une certaine crispation qui est un signe de déclin de l'État-nation. C'est une première question. Il y en a une autre qui, au contraire, s'interroge sur le potentiel d'augmentation de la criminalité liée à cette fermeture des frontières et avec une possible conséquence en termes de militarisation et donc de conflits frontaliers. Une autre question un petit peu dans le même genre porte sur la mesure dans laquelle la fermeture des frontières est un réflexe de gestion de crise de l'appareil d'État et dans quelle mesure est-ce qu'il est important du coup de réintroduire des variables politiques pour comprendre pourquoi est-ce qu'on ferme ces frontières ou pas, et ce d'autant plus que on entend par ailleurs un certain consensus sur le fait que ça ne sert pas à grand-chose. Donc en tout cas que le niveau frontière nationale n'est pas forcément le bon. Un deuxième groupe de questions porte sur des interrogations vis-à-vis des pays ou des leaders qui se sont le plus appuyés sur ces questions de frontières, avec notamment des questions sur quels sont les leaders populistes, et d'ailleurs pas forcément que les leaders populistes qui ouvrent ou qui ferment les frontières. Est-ce qu'on peut dégager, est-ce que vous avez réfléchi ou vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces différences en termes d'ouverture et de frontières, et dans quelle mesure est-ce que, en conséquence, on peut penser que finalement le président Macron est l'un des rares à avoir parlé au contraire d'une ouverture, avoir en tout cas essayé de faire un contrepoint là-dessus. Comment est-ce que cela nous interroge sur le déclin du multilatéralisme et une certaine forme de démondialisation, mais aussi bien sûr en quoi est-ce que finalement la Covid n'est-elle pas une bonne excuse. Et les troisième famille de questions que je voudrais soulever dans cette première salve porte sur une conception plus abstraite de la frontière dont on a discuté en particulier avec les deux premières interventions sur les frontières la notion de frontière entre le moi et le non-moi, entre le in-group et le out-group, entre le groupe protecteur et le groupe pas protecteur, et les implications que ça peut avoir si on réfléchit à une remise en question de l'émergence de ces frontières au XVIIIe siècle dont parlait Anne-Laure. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre pour la gestion de pandémies futures ou de crises futures? Comment est-ce que ça peut nous amener à faire les choses,
comment est-ce que cela peut amener à faire les choses différemment pour les gouvernements. Et dans cette même direction de limites, de frontières comme limites, je pense à des limites temporelles. Il y a deux questions sur les questions de limites temporelles. Alors, on a évoqué l'émergence des frontières au XVIIIe siècle, mais finalement, pas mal de et nécessairement, les analyses que vous avez développées s'intéressent à la crise actuelle, mais en même temps, on aimerait bien en savoir un peu plus sur la manière dont les pandémies passées ont géré ces questions de frontières. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, en 1918 avec la grippe espagnole, mais aussi dans d'autres cas? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Voilà, je m'arrête là-dessus pour l'instant. Je suggère qu'on reprenne l'ordre des présentations, donc Anne-Laure. Ok, merci Florence pour toutes ces questions. Alors, peut-être un point important, oui, la frontière est, est le lieu du spectacle politique par excellence. Donc, Damien Simoneau en parle beaucoup à propos des murs qui ont été réinterprétés par pas mal de chercheurs, chercheuses à cette lumière-là. Quand on ne sait plus trop quoi faire, dans un moment en fait de perte de contrôle apparent et de déclin de l'État-nation, en tout cas, eh bien, en fait, une des choses que l'on peut mobiliser, c'est de montrer qu'au moins sur les limites du territoire national, on est actif et qu'on a prise sur un phénomène qui est de moins en moins territorial et de plus en plus réticulaire. Donc ça, c'est en apparence, en fait. Mais les États jouent considérablement là-dessus, puisque dans le même temps où ils spectacularisent en fait leur action, eh bien, en fait, ils mettent en place un appareil dissuasif de franchissement des frontières, des modalités de contrôle, des modalités aussi d'enfermement pour les personnes qui sont illégalisées dans le franchissement des frontières, qui sont tout à fait rendues invisibles. Et donc là, il y a vraiment un jeu, un jeu très dialectique, hein, c'est le mot qu'employait Marie tout à l'heure, sur cette mise en visibilité et tout ce qu'on fait par derrière. Et je crois que là, à l'occasion de la pandémie, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en scène qu'on avait finalement la possibilité de réagir et de réagir de façon différenciée aussi selon les États. Or, ce qui apparaît avec la deuxième vague, c'est que quelles que soient finalement les options sanitaires qui ont été prises, la deuxième vague est partout et on a été assez incapable en fait de faire face à la diffusion du virus par des politiques publiques d'ampleur nationale. Et les seules mesures valides sont effectivement le masque, la distanciation et plus que les empêchements de circuler entre les régions ou d'un pays à un autre. Je crois que ça, c'est la première chose que je voulais souligner. La deuxième chose aussi, ce qui est particulièrement frappant, qu'on a peu vu, qu'on n'analyse pas tellement, c'est qu'en fait, normalement, en droit international, une frontière, c'est une limite partagée entre deux pays. Et en fait, ces deux pays ont le même rapport à la frontière, même s'il y a un rapport d'inégalité au départ dans la Constitution et dans le tracé, et un rapport de force qui peut être issu d'une guerre ou autre. Mais après, le fonctionnement, normalement, est partagé. Or, il y a eu big mess, en fait, un énorme désordre de la gestion frontalière. Il y avait des moments où on pouvait passer en Italie, mais on ne pouvait pas revenir en France. Il n'y avait aucune coordination, ne serait-ce qu'à l'échelle européenne. Et en fait, il s'est passé sur toutes les frontières intérieures de l'Europe quelque chose qui est pas tant sur les frontières fermées, c'est-à-dire qu'en fait, elles étaient devenues complètement asymétriques et qu'il y avait une grande difficulté à les gérer en commun, ce qui est a priori ce pourquoi elles ont été inventées. Et là, je crois que c'est aussi quelque chose d'important. Après, est-ce que c'est le déclin de l'État-nation? Pas forcément, mais c'est sans doute le déclin d'un certain récit sur la forme de l'État-nation. L'État-nation ne s'est jamais privé d'intervenir en dehors de ses frontières officielles. Il y a des formes d'extraterritorialité multiples
dont les processus coloniaux ont été une expression, mais qui connaissent aujourd'hui d'autres phénoménologies. On a le land grabbing, l'accaparement de terre ou autre. Donc, l'action des acteurs politiques ou économiques ne s'arrête jamais aux limites des frontières, même si on a envie de se le raconter de cette manière-là. Et c'est vrai que réfléchir sur la position française est intéressante. Je le disais tout à l'heure, effectivement, la position des leaders populistes a été extrêmement révélatrice, puisque toutes ces personnes qui appelaient de leur vœu la fermeture des frontières pour empêcher les migrants de rentrer, comme solution à tous les problèmes, la démondialisation, etc., ont été les premiers à ne pas vouloir les fermer. Et finalement, sont aujourd'hui des pays qui sont en crise importante intérieure, puisque des pays où le virus a diffusé de façon exponentielle par rapport à des démocraties qui étaient donc moins populistes. Voilà. Peut-être que ah oui, si, je ne m'arrêterai pas tout à fait là. Ce que je trouve extrêmement, extrêmement parlant aussi dans la lecture de cette crise, c'est que jusque-lors, dans le discours commun, on pensait la frontière comme étant finalement le lieu d'exposition du corps de l'autre, de mise en danger du corps de l'autre, l'autre étant le peuple qui est de l'autre côté, le migrant pauvre, en tout cas tous ceux qui pouvaient nous mettre en danger en tant que corps national sain, protégé par ces frontières, et ces frontières étant là finalement pour effectivement fabriquer ce périmètre de sécurité dont nous avons tous et toutes besoin. Et ce que le virus nous dit, c'est qu'en fait, la frontière, aujourd'hui, c'est le lieu des limites de notre propre corps et du danger de notre propre corps et pas seulement de celui des autres, qu'elles sont certainement plus biopolitiques que jamais, et qu'elles sont effectivement dans nos têtes, dans la mesure où ce sont les limites que nous nous donnons dans notre projection de notre rapport au monde qui les construisent d'un point de vue politique, mais qu'elles ne sont pas uniquement dans nos têtes, qu'elles ont une matérialité extrêmement forte. Et la frontière, ce qui la différencie d'un autre type de limite, c'est vraiment cette triangulation entre l'imaginaire, l'institution qui met en œuvre cet imaginaire, et la matérialité, la pratique, l'embodiment, si on veut parler dans un langage de recherche international. Et je m'arrête là parce que je ne sais pas, j'ai parlé longtemps. Je n'ai pas répondu à toutes les questions. Merci beaucoup. On va passer la parole à Damien. Oui, merci pour toutes ces questions qui tirent beaucoup de fil. En effet, je crois que je vais en effet m'emparer de trois éléments. Je vais rebondir sur l'idée de déclin d'État-nation, cette fameuse thèse de 2009 de Wendy Brown, moi, que j'ai beaucoup étudié et dans lequel l'ouvrage sur l'obsession du mur est une réponse quelque part. Ce n'est pas nécessairement un déclin d'État-nation, c'est en effet une mise en spectacle et un récit d'un État protecteur qui investit ses frontières nationales, alors même que les modalités de contrôle, dans ce cas-là des mobilités et des migrations dangereuses face au mur, s'exercent de manière extrêmement diffuse, réticulaire, déterritorialisée, biométrique, dataïfiée quelque part. Et je trouve que le parallèle entre justement l'investissement de la frontière territoriale via le mur et ces fermetures de frontières qu'on a vues pour lutter contre une pandémie est assez intéressante, parce qu'on se voit bien que maintenant que nous sommes à l'aune de ce deuxième confinement, on a appris à vivre avec le virus et on se rend bien compte que la manière de lutter contre lui, eh bien, c'est le triptyque dépistage, isolement, tracing, et que du coup, il y a d'autres modalités de contrôle que celle justement de prendre une décision de fermeture nationale. Donc, si vous voulez, pour moi, la problématique est quand même assez... Enfin, la thèse peut s'appliquer
plus ou moins de la même manière et quelque part, on réinterroge toujours cette idée de déclin d'État-nation, alors que concrètement, il y a d'autres manières d'exercer le contrôle et que l'investissement de l'échelle nationale. Et donc, je vais rebondir sur l'idée d'en effet d'injecter des variables politiques pour comprendre ce réflexe national. Je crois qu'il y en a plusieurs et les différentes branches sous-branches de la science politique nous amènent un peu toutes leurs réponses. La première, en effet, c'est des facteurs organisationnels, comprendre en effet pourquoi l'action publique et l'action étatique eh bien, se pensent dans ce cadre-là. Bon, je ne suis pas à même de répondre, bien évidemment, mais je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Le deuxième, ce sont des analyses de facteurs de politique européenne. Et je crois que les spécialistes de politique européenne vont nous dire que, en fait, ce que l'on voit, ce sont les fonctions latentes de l'espace Schengen. L'espace Schengen, ce n'est pas un espace de libre circulation à tout va, c'est un espace qui s'inscrit dans des restrictions qui sont codifiées et qui restent énormément, du point de vue décidé de manière intergouvernementale et non pas communautarisée. Et en fait, la pandémie a illustré des choses qui se voyaient déjà avec la mal nommée crise des réfugiés de 2015, sauf que ça s'appliquait à l'époque à des non-européens, à des non... voilà. Donc, on a quelque chose qui est de l'ordre de la gouvernance de cet espace Schengen qui ont été mises à nu. Et d'ailleurs, par exemple, la Commission européenne a sorti donc son pacte pour la migration en septembre dernier, qui s'adresse en fait plutôt aux enjeux de gestion des potentiels réfugiés et migrants dits non autorisés. Et elle ne revient pas nécessairement sur les problèmes de coordination entre États dans le cadre de la pandémie. Donc on voit bien que ça révèle quelque part un fonctionnement un peu, on va dire, habituel entre intergouvernementalisme et communautarisation de l'espace Schengen. Et puis enfin, les dernières variables politiques, alors moi qui me tiennent bien à cœur, c'est en effet les facteurs sécuritaires et les facteurs de contrôle. Quand on pense l'investissement de l'échelon national, se pose la question de quel est l'outil de lutte, entre guillemets, contre quelque chose, un enjeu qui est construit comme une menace. En l'occurrence, ici, c'est une pandémie. Et pour faire un peu le lien avec la dernière question qui a été soulevée sur les pandémies passées, eh bien, il y a un certain nombre de travaux qui ont quand même étudié comment est-ce qu'on a sécurisé des enjeux pandémiques dans le cadre d'Ebola, dans le cadre du sida, et essayer de voir comment la transformation des pandémies en enjeux de sécurité, qu'est-ce qu'elle a produit en termes de mobilisation, qu'est-ce qu'elle a produit en termes de mobilisation de budget, de traitement, et au contraire, qu'est-ce qu'elle n'a pas véritablement, enfin, quelles modalités de contrôle ont été utilisées. Donc, je crois qu'on a beaucoup à gagner à comparer justement par rapport aux pandémies précédentes. Il y a un certain nombre de travaux qui ont été ressortis et mis en visibilité, notamment au mois de mars, à ce niveau-là. Enfin, donc, du moins dans les cours d'études de sécurité, c'est du moins ce qu'on a ressorti. Voilà. Alors, merci pour ces questions. Et donc, je pense que pour compléter en fait les précédentes réponses déjà faites par Anne-Laure et Damien, je voulais juste m'arrêter sur 3 points. Le premier point, c'est les tensions qui peut, en prenant en fait l'exemple de la Chine, hein, par exemple, dans la façon dont le gouvernement chinois a géré la crise de la pandémie de Covid, ce que nous avons assisté, c'est une forme de tension en permanence entre le gouvernement central, donc le gouvernement chinois central et les pouvoirs locaux. Donc là, il y a des tas d'exemples qui peuvent être alimentés. Et donc là, je pense que ce sont notamment des collègues qui sont spécialistes en fait en sciences politiques et qui sont spécialistes de la société chinoise qui pourraient également en parler plus longuement. Et deuxième point que j'aimerais bien ajouter, c'est par rapport à ce qui vient d'être dit par Damien, c'est-à-dire tout ce qui est gestion de crise dans les pays asiatiques, notamment par rapport aux pandémies passées, hein, notamment SRAS, notamment H1N1. Il y a des collègues anthropologues comme Frédéric Eck, par exemple, qui a travaillé longuement sur justement comment gérer les crises à la fois d'un côté entre ce paradigme de sécuritaire et de l'autre côté plutôt santé, gouvernementalité pour le bien commun de toutes et tous. Et troisième point que j'aimerais bien ajouter, c'est par rapport au corps pathogène, hein, parce que c'est vrai que encore
encore une fois, dans l'histoire des pandémies, si on adopte vraiment une approche socio-historique, les corps racialisés ou les corps altérisés, qui sont considérés comme des corps pathogènes, ont toujours existé. Et là, on peut les comparer avec SIDA, par exemple, ou bien avec grippe espagnole, avec la lèpre, par exemple, hein, qui ont été longuement travaillés par des anthropologues de la santé et aussi des anthropologues de la médecine. Et donc, cet embodiment, donc vraiment comment le processus d'incorporation des maladies et aussi de la stigmatisation et de la racialisation sont omniprésentes en fait quand on regarde l'histoire. Et là, il y a quelques jours, j'ai assisté aussi à une conférence sur racialisation pendant le temps de Covid. Une chercheuse indienne qui a présenté un travail empirique vraiment très intéressant sur comment cette crise sanitaire en Inde a créé des frontières très très marquées entre les hindous et les musulmans. Donc, et donc, elle emprunte cette notion de nationalisme somatique que je trouve vraiment très intéressant, et je pense qu'on pourrait peut-être aussi continuer à discuter là-dessus. Très bien, merci à tous les trois. Et justement, ce que disait Simang me permet de rebondir immédiatement sur des questions qui sont arrivées, notamment une question sur la manière dont on assiste à une reconfiguration des frontières, non pas forcément des frontières entre pays, mais aussi des frontières entre espaces territoriaux, mais aussi des frontières entre groupes sociaux, hein, comme vous en parliez. Donc j'aimerais bien que vous puissiez réagir tous les trois finalement à cette question-là. Et comment est-ce que les relations entre ces groupes peuvent être redessinées, redynamisées, etc. Une autre question dans la même lignée, en quelque sorte, une question sur les logiques du tri de ce qui peut circuler, de ce qui permet de différencier ce qui passe la frontière, en quelque sorte, et ce qui est contaminant. Il me semblait que j'avais une troisième là-dessus. Oui, une autre question sur ces logiques de frontières entre groupes ou de conception du in et du out, in group, out group. Dans quelle mesure, donc Simone, vous avez parlé des effets psychologiques sur les Chinois en France notamment et leur volonté de repartir. Une question sur les effets potentiels en termes de mobilité, y compris de mobilité touristique à l'issue de la pandémie. Et des questions un petit peu plus précises sur ce que vous avez présenté, Simeng, notamment sur des explications pour la surreprésentation des femmes et des jeunes dans votre échantillon. J'imagine que c'est lié à la manière dont vous les avez approchés. Donc, est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus là-dessus? Et dernière famille de questions, en quelque sorte, en tout cas questions qui pourraient se décliner de plusieurs façons, c'est dans quelle mesure est-ce que le racisme anti-chinois ou anti-asiatique s'est manifesté de manière différente selon les pays. On sait évidemment qu'aux États-Unis, la nationalisation du virus a été très forte, mais dans quelle mesure est-ce que c'est quelque chose qui a été partagé finalement ou présent dans d'autres pays? J'en profite pour rajouter une autre question qui vient d'arriver. Quelles sont les conséquences de la recomposition des frontières pour les recherches de terrain? Et également une question que je viens juste de voir arriver. Quel regard sur la manière dont les sociologues français se sont saisis de la question? Voilà. Je vous laisse répondre. Et ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on inverse l'ordre des réponses cette fois pour que Simone ne soit pas à chaque fois la dernière à répondre. Donc, Simone, remettez le son.
On n'a plus votre son aussi, Maggie. Oui. Excusez-moi, j'ai un problème de clavier, du coup. Merci beaucoup pour ces questions, du coup, qui est extrêmement complexe. Je pense que je ne vais pas être capable de tout répondre, hein, donc je vais en sélectionner certaines. La première question, tout ce qui est autour de relations ethno-raciales et des questions liées à l'altérité, je pense qu'effectivement, cette crise sanitaire nous renseigne sur vraiment le processus de l'altérisation, notamment face au Covid et face dans le contexte de la pandémie. Et donc, si on compare uniquement ce qui est avant la pandémie de Covid et après, ce qu'on a pu observer à partir de notre terrain, c'est que cette crise a joué un rôle de catalyseur en quelque sorte dans à la fois dans la conscientisation, mais aussi dans la lutte contre ce racisme anti-asiatique, dans le sens où en fait certains primo-arrivants qualifiés, dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans mon exposé, se conscientisent pour la première fois en fait depuis le temps qu'ils vivent sur le sol français, que le racisme pourrait les concerner alors qu'avant, ils pensaient que le racisme concerne notamment les personnes issues d'autres minorités ethno-raciales. Et je pense que c'est important aussi de rappeler dans quelle mesure, en fait, la question de la race et de l'ethnicité se pose aussi de manière très, très différente en fonction des contextes nationaux. C'est-à-dire qu'en France, par rapport à la Chine, ce type des questions autour de l'ethnicité et autour de la race ne s'expriment pas du tout de la même façon. Et donc, bien évidemment, il est important, je pense, d'inscrire ces questions dans une approche transnationale, dans le sens où, en fait, tout ce qu'on observe aujourd'hui dans le contexte français, tout ce qui est autour du racisme anti-asiatique, ne pourra pas être détaché dans notre analyse des phénomènes que nous pouvons également observer sur le sol chinois, c'est-à-dire que dans quelle mesure, pendant le temps de la crise du Covid, il y a eu des personnes d'origine africaine subsaharienne notamment qui ont été très discriminées et racisées en Chine, notamment dans une ville qui est située au sud de la Chine, à Canton. Donc ça, je ne pense pas que je pourrais vous formuler des réponses toutes faites, dans le sens où ce sont plutôt des pistes, des éléments de réflexion. Ensuite, une deuxième question sur la mobilité touristique. Ça, c'est complètement anecdotique, vraiment très anecdotique, parce que là, récemment, quand on regarde un peu comment le secteur de la restauration en Chine essaye de renouveler leur activité, etc. On s'est rendu compte que, comme beaucoup de personnes d'origine chinoise aujourd'hui, notamment des classes moyennes et les classes supérieures, ne peuvent plus ou ne veulent plus voyager à l'étranger. Plusieurs restaurants chinois, notamment dans les grandes villes comme Shanghai et Pékin, se positionnent comme dans le secteur de restaurants virtuels avec des énormes projections d'écran au mur, c'est-à-dire essayer de restituer un peu un contexte de rue parisienne ou de la ville de New York, etc., tout autour de leur table, pour essayer de proposer à ce type de repas voyage monde. Et donc, ça, je pense qu'effectivement, la mobilité touristique entre la Chine et la France et plus largement dans le monde est complètement bouleversée en fait par cette crise sanitaire. Et pour répondre à la dernière question, je pense qui me concerne par rapport à l'échantillon de notre santé, de notre enquête, ça coïncide le fait que comme notre questionnaire est auto-administré et il n'y a aucune assistance dans la réponse de ce questionnaire, donc c'est-à-dire que pour y répondre, il faut être minimum doté d'une smartphone
smartphone ou bien d'un support numérique qui leur permettrait de pouvoir répondre au questionnaire, a fait que effectivement ce sont les jeunes, les plus jeunes, les plus éduqués, aussi les plus féminins qui ont répondu, et il nous a semblé, après avoir consulté aussi d'autres recherches scientifiques qui ont emprunté, qui ont recouru à ce type de modalités, de méthodes, de questionnaires en ligne auto-administrés, il nous a semblé que ça coïncide tout à fait aux autres constats méthodologiques, c'est-à-dire que les questionnaires en ligne auto-administrés touchent toujours les plus jeunes, les plus féminins et les plus éduqués. Donc là, bien évidemment, je pense qu'on essaye justement dans notre équipe de pouvoir récompenser cet effet à travers notre entretien semi-directif. On essaye de pouvoir aussi couvrir les personnes issues des classes populaires, voire dans les positions extrêmement précaires, et les hommes, pour essayer de mener des entretiens avec eux pour pouvoir également compléter la collecte de notre donnée. Merci infiniment Simeng. Alors, nous sommes normalement à la fin, mais on m'a dit qu'on peut dépasser un petit peu, et donc je voudrais donner une opportunité à Damien et à Anne-Laure de répondre. Oui, tout à fait. Je vais rebondir sur quelques questions. C'est bien évidemment des questions qui appellent des réponses qui mériteraient encore un autre séminaire. Je voulais juste rebondir bien évidemment sur l'idée de logique de tri. Les spécialistes de sécurité frontalière vont dire en effet que c'est un peu trop simpliste de raisonner en termes de fermeture et d'ouverture de frontières, mais bien les mécanismes de sécurité frontalière sont là pour filtrer les mobilités et les circulations qui sont utiles, notamment du point de vue économique. Et je crois que sur la pandémie, et c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, et notamment ce sur quoi, par exemple, la Commission européenne a mis l'accent, on a beaucoup insisté sur les mobilités des travailleurs dits essentiels et des biens essentiels. Et c'est ça qui me semble important. Donc ça, c'est des mécanismes qui étaient assez connus, et là, bien évidemment, ils ont été encore mis en visibilité puisque l'ensemble des autres types de mobilité ont été quelque part cloués sous place. L'effet, par contre, nouveau de cette pandémie, c'est en effet de discriminer sur la mobilité à certains endroits, sur la nationalité. Et puis ensuite, c'est d'attaquer quelque part le privilège de mobilité de certains qui ont vu leur possibilité de déplacement d'autant plus restreinte. Mais je crois que la logique de tri, elle est toujours là. Et voilà, on va voir en fonction des différents déconfinements quel type de mobilité vont se mettre en œuvre. Mais je voulais juste rappeler cette fonction de filtrage en fonction d'outils d'utilité économique. J'y vais ? Oui, en fait, peut-être ajouter qu'effectivement, les frontières, l'analyse des frontières contredisait déjà avant la crise le récit dominant de la liberté que l'ouverture du monde est censée produire. Et elle posait, parce que cette liberté était tout à fait inégale, et elle posait le problème déjà aussi de comment construire de la sécurité à l'échelle des individus, des groupes, dans ce grand tournoiement global. Donc, quelque part, les questions qui sont posées ne changent pas complètement de nature, elles changent peut-être d'intensité, et elles posent des questions politiques à un niveau dont on n'a pas parlé, mais que soulève une des personnes qui pose des questions, qui est à l'échelle du fonctionnement de nos démocraties, puisqu'on a aussi des gouvernements qui ont pris des décisions sans validation démocratique, ce qui pose des problèmes, comme on le voit aujourd'hui dans la dérive sur la loi sécurité, et ce qui pose aussi des problèmes en fait sur la composition du corps politique qui vit sur un territoire. Quand Macron s'adresse, comme pas mal d'autres chefs d'État, mais pas de la même façon dans tous les pays, aux Françaises et Français pour parler du confinement, il oublie en fait tous les résidents, légaux ou illégaux, du territoire qui vivent là et qui sont concernés tout autant, et qui sont extrêmement choqués à chaque fois en disant mais effectivement, quand on est sur une campagne électorale, quand on est sur qui sont les cadres habituels en fait d'expression d'un chef d'État sur des enjeux qui concernent la nation, et bien là en fait on est sur des enjeux qui concernent en fait celles et ceux qui sont à un moment donné dans un territoire
et qui fabrique en fait le corps politique qui vit à l'intérieur des limites qui sont définies comme celles de ce territoire. Et ça pose donc de façon assez cruciale des débats sur le renouveau de ce que ça veut dire la citoyenneté, l'accès à la citoyenneté de résidence, etc., qu'on n'a pas du tout posé à l'échelle du Covid. Et la question qui est posée aussi, c'est celle des réactions à la crise, de la remise en cause en fait, des légitimités dans l'expertise qui a été mobilisée par rapport à la crise. Et c'est vrai que une des questions concernait aussi l'accès au terrain et la façon dont on allait faire de la recherche après, mais de manière très transversale. En fait, cette crise pose aussi, a ouvert de multiples questionnements sur le rapport à la parole scientifique, sur le rapport à la validation de la parole et sur le temps nécessaire aussi pour valider une parole d'expertise qui était complexe. Pour terminer sur un dernier point, parce que c'est une question que Florence vous avez posée à de multiples reprises sur le rapport entre le dehors et le dedans, sur les frontières entre les groupes. Eh bien, en fait, voilà, en tant que personne qui se pose des questions sur les frontières, qu'on appelle des fois frontiérologue quand Mélanie veut me charrier un peu, j'essaye de différencier ce qui fait une frontière de ce qui fait le fonctionnement d'autres types de limites. Il existe évidemment une multiplicité de limites, et ce que la crise a démontré, c'est un impact intersectionnel extrêmement fort, avec effectivement une fragilisation de populations racialisées de multiples manières, les Chinois parce qu'ils étaient pris directement à partie dans la dénonciation de l'origine du virus, mais d'autres types de populations racialisées qui étaient les cibles des contrôles en fait dans la régulation des mobilités pendant la crise, et aujourd'hui un impact social, économique différencié aussi, avec une fragilisation des moins riches qui est extrêmement forte. Les derniers chiffres ont montré que voilà, l'épargne des plus riches s'était accrue et que l'épargne des plus pauvres avait été complètement raboutée et quasiment disparue. Voilà, donc c'est effectivement la multidimensionnalité des limites de multiples manières, et aussi la multiscalarité de ce qu'on appelle frontières, que moi je distingue comme espace-temps opérateur de différenciation, mais aussi comme espace-temps opérateur de différenciation et qui fait l'objet de l'application d'une norme qui est une caractéristique spécifique des frontières par rapport à d'autres types de limites. Merci beaucoup Anne-Laure, on a largement dépassé, mais c'était extrêmement intéressant d'avoir vos retours. Au nom de l'Association française de sciences politiques, je voulais vraiment tous vous remercier Florence, remercier aussi Anne Avi derrière le logo Polycritique, et Isabelle Roca pour le live tweet en même temps, et juste ouvrir pour continuer ces débats sur la page de l'AFSP qui recense toutes les contributions des chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur cette pandémie de Covid sous le regard des sciences sociales. Vous y trouverez de nombreux articles sur cette question des frontières que je n'ai pas le temps de citer ici, donc je vous renvoie vraiment sur le site pour continuer à alimenter ces réflexions. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'année dont on est content qu'elle se termine. Donc bonne soirée à tout le monde. Merci. Et merci à vous. Merci beaucoup.